Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une de l'actualité, conflit foncier de Ndingler, la santé de Ibrahim Sen, l'un des blessés se détériore. Évacué à l'hôpital Amadou Sakhir Diéguène de Thiès, sa famille déplore le manque d'assistance des autorités et exige l'annulation de l'arrêté préfectoral de Mbour qui suspend les activités sur le site du litige. Un conflit foncier alors que le projet de découpage administratif suscite encore de nombreuses réactions. Le président de l'Alliance démocratique Penkou, Moussa Tine, y trouve un lien avec les découvertes du pétrole et du gaz. Pendant ce temps, un manque criard d'infrastructures d'électricité a incité les populations de Niagnar dans la commune de Sandiara à sortir dans la rue pour déplorer cette situation. Les autorités locales pointaient du doigt. Dans le département Tiwawan, une vingtaine de villages de la commune de Koul ne sont toujours pas électrifiés. L'actualité nous amènera en Tunisie. Le pays fait face à une troisième vague de Covid-19, des hôpitaux toujours saturés. Un nouveau confinement d'une semaine entamé ce dimanche pour la fin du mois de Ramadan. Sibsoa. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Situation critique pour l'un des blessés de Ndingler, évacué à l'hôpital régional Elhaj Amadou Sakhir Diéguène de Thiès. Les parents et proches du blessé Ibrahim Sen, en déplacement ce dimanche à Thiès, déplorent le manque d'assistance des autorités et exigent l'annulation de l'arrêté préfectoral de Mbour, suspendant les activités sur le site du litige. Thiès Babacar. Le cas Ibrahim Sen, l'un des blessés de Ndingler évacué à l'hôpital régional Elhaj Amadou Sakhir Diéguène de Thiès, inquiète ses parents et proches. Docteur Robin Faye, membre de la délégation. Il a reçu une barre de fer sur la tête. Qui parle de tête, c'est qu'on peut s'inquiéter du fait que cela peut laisser des séquelles. Il a quand même galéré avec un malade comme ça, avec nos propres moyens. Il a été déplacé de Tchadjaï à Mbour, de Mbour parce qu'il n'y a pas la prise en charge nécessaire. Donc il a été déplacé pour être amené ici, à l'hôpital régional. Il a le moral, il nous a parlé, il nous a reconnus, d'accord, mais on sait que quand même, on s'inquiète quand même par rapport à son état de santé. En plus du défaut d'assistance sanitaire décrié, la délégation de Ndingler se veut catégorique. L'arrêté préfectoral de Mbour est impopulaire. Nos parents, on sait que l'hivernage est en train d'arriver. Un cultivateur, ça cultive la terre. Donc il faut qu'ils défrichent leur champ. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est rendu au niveau des champs et il a été agressé. Et donc ce que nous disons, des mesures ont été prises, des mesures conservatoires. Ok, oui, nous les acceptons, nous les constatons, nous disons que ça a permis de baisser la tension, mais nous espérons quand même que les autorités vont prendre des dispositions pour parler à ces paysans, pour qu'ils puissent être rétablis dans leur droit. Parce que l'année passée, ils ont eu de bonnes récoltes, on ne nous a entendus nulle part, donc ils sont bien dans leur activité et on sait que ça veut dire que c'est des familles véritablement dans le désarroi qu'on a laissé là-bas lorsqu'ils ont vu l'arrêté. Donc nous espérons que les autorités vont prendre les mesures idoines pour que ces paysans-là soient rétablis dans le... Vous faites allusion à l'arrêté préfectoral? Oui, c'est ça. On fait allusion effectivement à cet arrêté qui n'est nullement à l'avantage des paysans. Je peux même dire que c'est un coup de pouce à Babacar. Le combat pour la préservation du patrimoine foncier de Ndingler se poursuit selon les membres de la délégation au chevet de Ibrahim Sen. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. La section Thiès du Forum civil au chevet des populations de Ndingler exige de l'État des solutions à la problématique foncière au Sénégal. Ayoun Babou, coordonnateur Forum civil de Thiès, est au micro de Babacar. Je parle au nom du coordonnateur national, Ibrahim Seck, qui m'a dépêché pour venir non seulement assister les populations concernant ce douloureux événement qui s'est produit, mais également faire un petit point de presse pour un peu s'enquérir de la situation. Qui connaît le Forum civil, c'est qu'il est toujours aux côtés des populations, surtout les populations vulnérables, n'est-ce pas, qui risquent d'être la victime de puissance, quelle qu'elle soit. Le Forum civil est toujours à côté d'elles pour les accompagner, pour les seconder, pour les secourir, pour mener le combat avec eux, parce que ce combat-là, c'est un combat qui est juste et même vital, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, question de vie ou de mort, n'est-ce pas, des terres qui permettent de subvenir à des besoins primaires, ce n'est pas des terres négociables. Le Forum civil est entièrement à côté des populations, c'est pourquoi d'ailleurs c'est ce qui explique un peu notre présence ici aujourd'hui. Non, la solution c'est que l'État puisse
revenir à de meilleurs sentiments, mettre en avant les populations qui utilisent ces terres-là et ne pas mettre en avant les autres, n'est-ce pas, qui viennent faire du business. Parce qu'on ne peut pas comparer des gens qui font du business avec des gens qui ont besoin de terre pour vivre et même survivre. C'est l'État qui doit mettre de l'ordre dans tout ça, n'est-ce pas, reconnaître que les populations ont le droit d'avoir des terres cultivables à partir desquelles ils peuvent se nourrir. C'est une question de vie ou de mort, comme je l'ai dit. C'est à l'État de rétablir la législation dans ce domaine-là et de protéger, parce que c'est sa vocation aussi, la vocation d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Conflit foncier alors que le projet de découpage administratif suscite encore de nombreuses réactions, selon le président d'Alliance démocratique Penkou, qui trouve d'ailleurs un lien avec les découvertes du pétrole et du gaz. Pour Moussa Tine, le président Macky Sall veut ainsi, à travers ces découpages, prouver aux partenaires extérieurs qu'il est et reste le maître du jeu et détient encore toutes les cartes en main. Le seul objectif pour le futur candidat à la candidature de la mairie de Thiès est de pouvoir bénéficier encore le maximum d'emprunts pour rembourser la dette déjà trop élevé pour le Sénégal. Moussa Tine l'a dit à Bayo Marguerite dans Objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Pour l'enjeu, c'est le pétrole. Ah oui? C'est rien d'autre. Quel est le lien? Alors, je vais vous dire le lien. Le lien, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a une signature. Toutes nos recettes ordinaires, on l'utilise pour fonctionner. Et on emprunte sur le marché. On emprunte pour investir. D'ailleurs, de très mauvais investissements. Très, très mauvais. On y reviendra où si vous voulez. J'ai beaucoup de problèmes avec ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, si vous êtes capable d'emprunter et si les gens acceptent de vous prêter, c'est parce que vous êtes obligé de montrer que vous êtes là et vous serez là. Donc, on laisse le signal qu'on ne part pas. On ne part pas, on va être là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être candidat. Parce que l'avantage, l'argument qui est avancé pour dire qu'on ne peut pas être candidat, ça ne tient pas la route. C'est même un contre-argument par rapport à l'objectif qui est visé. Dire que si je dis je suis candidat, les gens ne vont pas travailler, non, c'est absolument faux. Si vous dites que vous n'êtes pas candidat, les gens savent que vous ne cherchez plus rien. Vous avez les coups de franche pour prendre toutes les décisions, y compris les décisions les plus impopulaires, parce que vous ne cherchez pas à vous faire réélire. Donc, c'est même un contre-argument. Alors, donc, ça, c'est la normalité. Oui, évidemment, nous ne sommes pas dans une république normale, si c'est ça que non, vous c'est voulez la dire. non, en question. Oui, en question. Oui, je sais très bien, oui, je comprends très votre question. Je dis oui. Normalement, si quelqu'un, et c'est dans tous les pays, le dernier mandat permet au chef de l'État en exercice de prendre toutes les mesures et de prendre les mesures fortes qui permettent justement de remettre et de créer des paradigmes nouveaux. C'est la vérité. Alors, dans notre cas de figure, on nous dit non, si je le dis, les gens ne vont pas travailler. Non, c'est-à-dire la vérité, c'est que si vous le dites, ceux qui sont aujourd'hui aux aguets sur le pétrole ne vous donnent plus d'argent. On ne vous prête plus de l'argent. Donc, vous êtes obligé de garder le suspense sur votre candidature, dire que je serai candidat pour pouvoir discuter avec les gens. Et la deuxième chose aussi, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, écoutez, je suis aujourd'hui là, il y a toute la manne pétrolière qui va arriver, les premiers barils du pétrole, lorsqu'ils sortiront, je ne serai pas là. Et donc, il faut que j'en profite moi-même aujourd'hui, et on crée les conditions justement pour en profiter. Donc, en réalité, les premières ressources du pétrole vont aider à payer les dettes contractées par Macky Sall. C'est ça la vérité aujourd'hui. Un projet de découpage administratif qui suscite encore de nombreuses réactions. Pendant ce temps, un manque criard d'infrastructures, d'électricité et d'eau a incité les populations de Niagnar dans la commune de Sondiara à sortir pour manifester. La seule case de santé de la zone est d'ailleurs dans un état de délabrement très avancé. Les manifestants en colère indexent les autorités locales et interpellent l'État du Sénégal. Diagan Diouf, leur porte-parole, est avec Moustapha Sall. Toute la population de Niagnar est sortie en masse pour s'exprimer leur ras-le-bol de l'injustice qu'on a vécue pendant des années et des années. Niagnar, il est à 7 km de Sandiara. À Louli Bentening, c'est à 3 km. Les enfants quittent ici à 4 km pour aller à Louli. L'après-midi, ils descendent et ils vont aller puiser de l'eau avec des charrettes. Donc, même pour apprendre les leçons, ça le cause des problèmes parce qu'ils n'ont pas de lampe électrique. Donc, on veut du courant à Niagnar, on veut de l'eau à Niagnar. Même la santé, vous voyez la carte de santé qui est là-bas. Il n'y a même pas de paracétamol à l'intérieur, ni de l'alcool. S'il y a un cas d'urgence, on est obligé de prendre des charrettes pour l'acheminer à l'hôpital de Louli. Et vous avez vu l'état de la route. Ça ne nous permet même pas de passer là-bas. Durant l'hivernage, il y a partout de l'eau. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils nous disent qu'ils vont mettre de la latérite sur la route. Mais jusqu'à présent, rien n'y fait. On indexe le maire parce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le village. À chaque fois qu'il y a des élections, il vient ici pour nous faire des promesses. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est ici, jusqu'à présent, il n'a rien fait de ce qui est concret pour notre village.
Et à Tivaouane, près d'une vingtaine de villages de la commune de Koul ne sont toujours pas électrifiés. Les populations décrivent leur sombre situation. C'était à l'occasion de la réception de 10 tonnes de vivres, dont de Maria Mandjaï au conseiller des collectivités territoriales, Babacar Sow. Don de vivre à près de 25 villages dans la commune de Koul, dans le département de Tivaouane. Une occasion pour ces populations de parler de leurs difficultés relatives au manque d'électricité. Et pourtant, à en croire le porte-parole des chefs de village, ce sont des localités à près d'1 kilomètre seulement du poste courant. Ce manque d'électricité, une situation qui n'est pas sans conséquence dans la distribution de l'eau, dont les villageois ne disposent pas. El Hadj Lay, porte-parole des chefs de village. Ce don de vivre, un geste de l'honorable au conseil des collectivités territoriales Maria Mandjaï, qui en ce mois béni de Ramadan va au chevet des populations des villages de Koul avec 10 tonnes de vivres. Elle en a profité pour rappeler au président Macky Sall une vieille doléance, la réhabilitation du tronçon Méké, Risso et Koul. Maria Mandjaï. Nous avons amené plus de 10 tonnes de riz, des dattes, du sucre pour les villages de la commune de Koul. Étant entendu que c'est le mois de Ramadan, cet acte-là, c'est un acte d'une haute portée. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est de travailler pour nos frères et sœurs, pour nos localités. Je lance aussi un appel à son Excellence le Président de la République afin que le tronçon Méké, Risso et Koul puisse être bitumé. Nous lançons aussi un appel à son Excellence le Président de la République afin que le PUDC puisse entrer au niveau de la commune de Koul. Mais il faut reconnaître que son Excellence a beaucoup fait au niveau de cette localité. Il y a le Proclé qui est entré d'électrifier beaucoup de villages. Il y a Lazer aussi qui a beaucoup fait au niveau de cette localité. Tivaouane, Babacar Sow depuis Koul pour Sud FM. À Ziguinchor, l'hôpital régional est confronté à un manque de certains médecins spécialistes comme le médecin anesthésiste réanimateur ou encore un cardiologue devra encore patienter avant de combler ce gap dans cet hôpital. Ignace Ney. Cette structure sanitaire qui fait face depuis au manque de médecins spécialistes devra encore prendre son mal en patience avant de combler ce gap. En visite à Ziguinchor et à l'hôpital régional de Ziguinchor, le directeur des établissements publics de santé a fait savoir qu'il y a un déficit de médecins anesthésistes réanimateurs au Sénégal. Il n'y a pas d'anesthésistes sur le terrain, a avoué le docteur Fatoumba Issila. Bien entendu, il y a un gap qu'il faudra combler en matière de spécialistes. Pour le moment, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur, non, pas encore de cardiologue. L'anesthésiste réanimateur qui manque, c'est parce qu'au niveau du Sénégal, actuellement, nous avons un gap à combler. Il n'y a pas d'anesthésiste sur le terrain, sinon le ministre aurait déjà signé le contrat. Pas de médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital régional de Ziguinchor, pas de cardiologue également, mais le docteur Fatou Thiam rassure sur le renforcement du plateau en ressources humaines dans cette structure sanitaire. À part ces deux spécialités-là, parce que l'ensemble des spécialités sont doublées, l'ensemble des services fonctionnent correctement. Nous avons trouvé aussi des services qui ont des équipements mais qui doivent être renforcés au niveau de la néonatologie, au niveau de la pédiatrie, au niveau du bloc opératoire. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, des ressources humaines qui sont complètement engagées, mais il faudrait les renforcer. Nous avons pris bonne note de tout cela. Zéro évacuation vers l'intérieur, zéro évacuation vers Dakar, c'est le défi que se fixent d'ailleurs les autorités sanitaires. Nous voulons zéro évacuation vers le centre, zéro évacuation vers Dakar. Ziguinchor a les potentialités en termes de ressources humaines, ils ont l'opportunité, ils ont l'engagement. Je crois que si on les accompagne en termes d'équipement, on pourra faire en sorte que toutes les pathologies soient bien prises en charge ici au niveau de l'hôpital, en tout cas dans la zone entre l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional, pour qu'il n'y ait plus d'évacuation vers le centre ou bien vers Dakar. La structure sanitaire en proie depuis des mois des mouvements d'humeur, des blouses blanches, le bras de fer entre le directeur et l'intersyndical de l'hôpital est en passe d'être résolu et un protocole d'accord sera bientôt paraphé. Et heureusement, nous sommes arrivés à la rencontre, ils ont pu quand même trouver un terrain d'entente et les mesures, un protocole d'accord sera incessamment signé entre le directeur et l'intersyndical. Ziguinchor, Ignace Ney, Sud FM. Ignace Ney, restons dans le domaine de la santé pour faire le point sur la situation du jour. 2 décès et 27 nouvelles contaminations ont été recensées, enregistrées hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 49 patients ont été déclarés guéris, 188 malades, dont 14 dans un état grave, sont encore sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1053 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services,
Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 20 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 17 cas, dont 2 à Bop, à la Médina et au Point E, 1 à Dakar Plateau, Diamniadio, Gueule Tapée, Keur Massar, Liberté 6, Mbao, Ngor, Rebeuss, Sicap Baobab, Sicap Foire et Yoff. Dans les autres régions, on a noté 3 cas, dont 2 à Matam et 1 à Tamba. 49 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le samedi 8 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 692 cas ont été déclarés positifs, dont 39 384 guéris, 1100, dont 39 384 guéris, 1119 décédés et donc 188 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 427 377 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Covid-19 avec une tendance baissière selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Conséquence, le relâchement des populations est en train de faciliter la propagation des cas de Covid-19 dans la région de Matam. 474 cas sont enregistrés depuis le début de la pandémie, dont 72 en un mois, avec un taux de létalité de 13% contre 2,75% pour la moyenne nationale. La peur commence à s'installer chez les autorités, tandis que chez les populations, c'est l'insouciance absolue des mesures barrières. Abdurrahman Djen. Le coronavirus est un vieux souvenir pour la grande majorité des populations de la région de Matam et pourtant, la maladie continue de faire ses victimes au quotidien. En effet, depuis l'apparition du premier cas de Covid le 1er juin dernier, la région a né à la date de ce dimanche 9 mai à 474 cas enregistrés, dont 72 nouvelles contaminations sur une période de 30 jours. Le département de Matam reste le foyer de cette pandémie en concentrant à lui seul plus de 83% des cas. En outre, le virus semble particulièrement mortel pour les patients d'ici, puisque le taux de létalité a grimpé à 13%, un chiffre assez alarmant comparé à la moyenne nationale qui est de 2,75%. Cette triste vérité des chiffres est bien loin des préoccupations des populations locales, car dans les rassemblements publics, les mesures barrières sont nettement foulées aux pieds. Et pour prendre les taureaux par les cornes, le comité régional de gestion des épidémies s'était réuni ce vendredi. Et au sortir des assises, le gouverneur a instruit aux acteurs de démultiplier les stratégies multiformes de sensibilisation auprès des populations pour stopper à temps la spirale. Matam, Abdurrahman Djen pour Sud FM. Abdurrahman Djen, direction la Tunisie qui entame ce dimanche une semaine de confinement total englobant l'Aïd el-Fitr, alors que le pays est frappé par une troisième vague de Covid-19 particulièrement virulente et que les hôpitaux sont saturés. Le Premier ministre tunisien avait d'ailleurs averti vendredi que le système de santé menaçait de s'écrouler en raison de l'afflux grandissant des malades dans les hôpitaux. Les autorités tunisiennes ont par conséquent instauré un confinement strict du 9 au 16 mai qui coïncide avec la fin du mois de jeûne du Ramadan et la fête de l'Aïd el-Fitr attendue cette année le 13 mai alors que les habitants se réunissent traditionnellement en famille ou entre amis. Réaction le Burkina, le gouvernement a tranché sur la crise née de la destruction de la mosquée de Panzani, un quartier de Ouagadougou. Il a attribué le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina au détriment de l'attributaire légal. Ces décisions de l'exécutif ne semblent pas faire l'unanimité. L'opposition est sceptique, les syndicats exigent le respect des décisions de justice. Le gouvernement motive sa décision par la préservation de la paix sociale. La correspondance de Mathieu Somda. La mosquée de Vendredi de Panzani, située au secteur 38 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, a été détruite en septembre 2020. À l'origine de cette destruction, une querelle sur la propriété du terrain. Un terrain réclamé par Moussa Djigman, soutenu par la coordination
des jeunes musulmans qui possèdent des documents émanant du ministère de l'Éducation nationale, du cadastre et de la Direction générale de l'urbanisme, et Jacques Ouedraogo qui détient un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances. La guerre a eu lieu et pour éviter le pire, parce que la coordination des jeunes musulmans du Burkina a annoncé le 1er mai dernier une marche meeting pour la reconstruction de la mosquée le 1er juin prochain à la place de la Nation. Le gouvernement anticipe et attribue le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina au détriment de l'attributaire légal Jacques Ouedraogo. Le ministre en charge de l'administration du territoire, Clément Savadogo. Le gouvernement était obligé d'intervenir, d'abord pour apaiser coûte que coûte la situation et l'empêcher d'évoluer vers un conflit interreligieux extrêmement grave. Dans les concertations et dans la recherche de conciliation, il y a eu des négociations. Et c'est ainsi que M. Jacques Ouedraogo, quoique propriétaire légal, a accepté de se défaire volontairement de sa propriété, moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site. Cette acceptation a été matérialisée par un document signé. L'attribution de ce premier terrain querellé à la Fédération des associations islamiques du Burkina procède d'une volonté de conforter l'apaisement. Parce que pour nous, ce terrain ne peut pas être réattribué à M. Dima Moussa. Cette décision est diversement appréciée. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Kombouego, émet des réserves. Nous ne remettons pas en cause l'utilité de la fédération islamique. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette décision ne crée pas d'autres crises. Les syndicats de magistrats, dans un communiqué, invitent le gouvernement à se ressaisir et à respecter la lettre et l'esprit des lois de la République afin de garantir la pérennité des institutions et l'autorité de la règle de droit. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Aïssatou Gueye-Ba. 20h20, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Conflit foncier de Nangeler, la santé de Ibrahim Sen, l'un des blessés se détériore, évacué à l'hôpital Amadou Sahir Diegane de Thiès. Sa famille déplore le manque d'assistance des autorités et exige l'annulation de l'arrêté préfectoral de Mour qui suspend les activités sur le site du litige. Conflit foncier alors que le projet de découpage administratif suscite encore de nombreuses réactions. Le président de l'Alliance démocratique Penkou Moussatine y trouve d'ailleurs un lien avec les découvertes du pétrole et du gaz. Pendant ce temps, manque criard d'infrastructures, d'électricité a incité les populations de Niagnar dans la commune de Sandiara à sortir dans la rue pour déplorer cette situation. Les autorités locales pointaient du doigt dans le département Tiwawan une vingtaine de villages de la commune de Koul ne sont toujours pas électrifiés. L'actualité nous a également amené en Tunisie. Le pays fait face à une troisième vague de Covid-19. Des hôpitaux sont saturés. Un nouveau confinement d'une semaine entamé ce dimanche pour la fin du mois de Ramadan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde à 21h. Retrouvez Bira Mandiaye pour le prochain bulletin d'information. Ce sera en Wolof, bien entendu. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. La page Ramadan avec Amadou Mostafa Dia.